Ouais, Et sur la route, il y avait je sais pas combien de centimètres d'eau, mais le camion, il forçait, et à un moment donné, au milieu d'une rivière, il s'est arrêté, quoi. merci. En plus de partager tout ça avec nous, et Ouais. c'était assez indescriptible. On va garder cette phrase, on l'aime bien. En partant pour l'Inde, il fallait absolument qu'on passe par la Roumanie. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Les Grands Voyageurs. Aujourd'hui, on accueille Caro et Fred de Casquette Basket on the Road et ils vont nous raconter l'aventure incroyable qu'ils ont vécue pendant près d'un an en voyageant depuis la France jusqu'à l'Inde à bord de leur van, en traversant des pays comme la Roumanie, la Turquie, le Pakistan, l'Iran. Donc un voyage absolument incroyable. Bienvenue dans cet épisode sur la route de la soie. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Chaque semaine, nous partageons avec vous cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous pour ne rien rater. Salut! Salut. Merci beaucoup de prendre le temps de parler avec nous aujourd'hui pour nous partager un peu votre aventure. C'est avec plaisir. Ouais, c'est avec plaisir. On a plein de choses à raconter. Ah, bah c'est très bien. On en est certain. Vous avez fait des voyages qui nous inspirent peut-être pour le futur, puis on va être content de pouvoir parler de tout ça. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous en dire un petit peu plus sur vous? Oui, alors moi c'est Caroline. Ouais, moi c'est Fred. Donc nous on voyage ensemble depuis 8 ans Ouais. Premier voyage il y a 8 ans, ouais. et on est D'accord. ensemble en couple depuis 12 ans Tout à fait. bientôt. Ouais, on est un vieux couple. Wow. Et donc ouais, après on a vécu en Guadeloupe, on a fait un tour du monde en sac à dos, on a fait un tour d'Europe en van et là on revient tout juste de la route de la soie. On a pris la route, on avait un van aménagé, on a été jusqu'en Inde et voilà. et on est de retour. Là c'est pour la présentation globale. Et on a un chat aussi. Non, mais sinon, on est d'origine. Ah oui. Enfin, on habite en Mayenne, à la base, en France. Ok. Caro est né D'accord. en Mayenne. Ouais, moi je suis une ça, pure c'est souche, pure Pour souche ceux qui ne mayonnaise. savent pas où est la Mayenne, c'est dans l'ouest de la France, c'est à la frontière de la Ouais. Bretagne. À côté de la Bretagne, moi je suis bretonne alors je sais. Ah, quelqu'un qui connaît la cool. Mayenne. Et Doudou, il est d'origine indienne. Ouais, moi je suis né à Nîmes. Après, on a pas mal bougé en France parce que mon père est militaire. Mais Ok. sinon, voilà, moi je suis né à Nîmes et je suis arrivé en Mayenne, j'avais 12 ans. Quoi. Je suis quand même. Ok. Ok. Tu dis que son père est militaire et je suis en train de voir que tu es en camouflage. Ouais. Je peux dire que je suis fan de l'armée ou quoi. Ok, super. Bon, bah, du coup, vous, vos 5 dernières années, c'est ça? Ça a été voyage? Ouais, c'est quasiment ça. Après, on a fait des petites pauses pour travailler de temps à autre pour remplir les caisses. En Mais gros, ouais. ça a fait 2012, on a quitté la Mayenne pour aller s'installer en Guadeloupe. Enfin, à la base, on devait y aller 6 mois, puis on était tombé un peu amoureux de l'île, on a trouvé des bons jobs et tout. On est resté 2 ans, on est parti 1 an autour du monde pendant 1 an. On s'est dit, ouais, la Guadeloupe c'était trop bien, vas-y, on retourne dans les Caraïbes. On est retourné dans les Caraïbes Ouais. pendant 1 an, et là on s'est dit, ah, on a encore envie de voyager. Et là, on est parti 1 an en road trip en Europe. Et après ça, on s'est dit, bon, allez, on va aller s'installer en Inde, ou on va ouvrir un camping en Espagne, ou on va devenir rédacteur web. Ouais. Et on s'est lancé dans. On s'est dit, le van c'est trop cool. Donc on a continué le voyage et on est allé jusqu'en Inde. Ok. Et quand vous aviez fait votre tour du monde en sac à dos, comment s'est fait la transition entre le sac à dos puis la van life? Alors, Ça c'était tendu. ouais, ça c'était mon idée. En fait, ouais, quand on est revenu de ce tour du monde, c'est vraiment, ça nous a un peu ouvert cette porte de la possibilité du voyage, de se dire que on voulait pas arrêter là, on voulait continuer de voyager. Et du coup, moi, j'ai dit à Fred, le sac à dos, c'était chouette. Mais là, si on recommence à voyager sur le long terme, ce serait bien de faire quelque chose de totalement différent parce que sac à dos, on a déjà fait. Et puis, On voulait pas voyager de la même manière. Puis on s'était aussi rendu compte qu'un sac à dos, tu étais super dépendant des transports, des Ouais, autres, voilà, quoi. tu Tu n'avais t'arrêtes pas où ton tu veux. autonomie. Et puis on Ouais. s'était dit, juste comme ça, le tour d'Europe, nous, en tour du monde, on a fait plein de pays où le coût de la vie était pas cher. Mm. Et du coup, on était hébergés, on dormait des fois dans des auberges de jeunesse qui étaient à 2-3 euros la nuit. Et quand on a commencé à regarder en Europe, ça n'avait rien à voir. On s'est dit, non, bah, à la rigueur, on va dormir dans un van. Mais le délire était parti de là, un peu aussi financièrement, quoi. Ouais. Mais c'était un peu tout ça, ouais. C'était le fait d'avoir une autonomie, de gagner un peu au niveau de la vie, de payer moins cher, on va dire, et puis de changer complètement de mode de voyage. Mais on n'avait pas du tout entendu parler de la van life avant, quoi.
C'est vraiment Ok. en mode, Ouais. vas-y, on prend un van, on déjà aménagé parce qu'on sait pas bricoler de van, et puis on part en Ouais. tour d'Europe. Ouais, parce que nous, on a des familles, c'est pas camping du tout, quoi. Nos familles ne nous ont jamais emmenés au camping, on n'a jamais dormi avec la tente, ou on n'a jamais eu de camping-car. Enfin, c'était vraiment... Donc, la première fois qu'on est parti en van, c'était, on a pris la route et je me suis dit, mais attends, comment on fait pour les toilettes en fait? Enfin, c'était vraiment, on connaissait rien du tout, quoi. On dormait dans des stations-service, on dormait Ouais. sur des parkings de supermarchés, on était là, on se garer. Donc, le premier van que vous avez eu et que vous l'avez acheté déjà aménagé. Ouais. Et le second, c'est vous qui avez fait la conversion? Non, c'est le... Ah non, Ouais. non, non. Vous en avez eu qu'un seul? En fait, on c'est en ça. a eu qu'un seul. On a fait 1 an Ouais. donc dans ce van déjà aménagé. Quand on est revenu au bout de ces 1 an, on s'est dit on va garder le van, mais on va refaire tout l'intérieur parce que pour qu'il nous corresponde plus, quoi. Comme des vrais novices, on a pris le van, on est parti, il était déjà aménagé, et au fur et à mesure du voyage, on s'est dit, mais en fait, ça nous correspond pas du tout comment il est foutu. En plus, l'isolation Ouais. était toute pourrie. Ouais. Et l'espace était mal pensé. Enfin, évidemment, on a su ce qu'il nous fallait au moins. Après C'était comme an un de test. voyage, on s'est dit, voilà, on sait exactement ce qu'on veut, on enlève tout et on recommence. Et donc, quel véhicule avez-vous acheté? Donc, votre van, c'est quoi comme van? Alors, c'était un Renault Master L2H2, je sais plus la suite. Ouais, de 2005. De 2000. C'est un diesel, 90 Ok. chevaux. Et faut dire quand on l'a acheté depuis la Guadeloupe, on l'avait même pas vu. D'accord. Ok. C'était vraiment, on était en Guadeloupe, on regardait le bon coin, mais on regardait genre du T3 au camping-car presque. Enfin, on savait pas du Ouais. tout ce qu'on voulait. Et à un moment donné, on est tombé sur celui-là, on fait ouais, il est cool, appelle, il était pas très loin de chez mon père. Je lui ai dit, tu peux aller le voir, s'il est bien, tu l'achètes. C'est commencé comme ça. Et du coup, comment est-ce que vous êtes passé de ce gros voyage en Europe à vous lancer dans un grand projet à traverser une partie de l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, jusqu'à l'Inde? Et ben, en fait, c'est que arrivé un petit peu sur la fin de notre tour d'Europe, Fred, d'un coup, il me dit tu sais, quand j'étais petit, j'avais un rêve avec mon tonton. On s'était dit qu'on irait, qu'on rejoindrait l'Inde par la route. Ça faisait quand même 10 ans qu'on était ensemble, il m'avait jamais dit ça. Ouais, après, ouais, j'avais genre 12 ans je me disais déjà, il faudrait qu'on rejoigne l'Inde par la route. C'était avec une Jeep, c'était avec mon oncle et mon frère, un truc bien de bonhomme, tu vois. Ouais. Bon, Voilà, ouais. on se met avec notre petit Renault Master, roue flaquette, ma petite femme et tout. L'objectif était le même. Et ouais, c'est parti de là ce voyage. C'est parti du fait de vraiment. Puis bon, vu qu'on allait en Inde, on venait de enfin, quand on s'est marié en France en 2017, avant de partir pour le road trip en Europe, on s'est mariés. Mais la famille de Fred en Inde n'a pas pu venir à cause des visas, à cause de. Enfin bref, c'était super compliqué. Donc là, on s'est dit, on va jusqu'en Inde, on va faire un mariage, arriver là-bas, on va se marier devant sa famille. Et c'est voilà, ça va. C'était un peu la conclusion du voyage jusqu'en Inde, quoi. Et est-ce que vous l'avez préparé finalement ou vous êtes plutôt du genre à improviser? On a réaménagé le van. Oui, Ok. mais On a on n'a rien commencé- préparé Tu peux. plus que d'habitude. Ouais. On Non. a fait notre visa pakistanais, par exemple. Parce Ouais. que Ouais. le visa électronique n'existait pas Ouais. encore. Il existe depuis cette année. Ok. Mais quand on est parti l'année dernière, il n'existait pas. Donc on a fait le visa pakistanais à l'avance. On a préparé des trucs. Ouais, le carnet de passage. En fait, on a fait vraiment les trucs obligatoires, mais on les a appris juste parce qu'on s'est dit on fait la route de la soie. Et là, il y a des gens qui nous ont dit ah oui, mais vous savez qu'il faut faire ça, ça. Ah d'accord. Bon bah on va. Ok, Dans ouais. notre tête, on faisait, allez, vas-y, Ouais. on fait tous les pays de l'Asie centrale, on passe en Chine et tout. Et après, on a commencé à regarder sur Internet, on a fait, ah oui, non, la Chine, non, en fait, c'est beaucoup trop cher. Pas évident du tout. T'as une histoire de caution 9 000 €, des quarantaines de 2 semaines pour le chat et tout. Ouais, je laisse tomber. En règle générale, on n'est pas des gens qui organisent tout. On prend les choses comme elles viennent. Mais Ok. des fois, il faut organiser un peu. On est un petit peu pareil. Ouais, nous on est 100% pareil. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous aviez un itinéraire de pays? Est-ce que vous saviez les pays au moins par lesquels vous alliez passer? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu par quel pays vous êtes passé pour arriver à votre destination en Inde? Bah alors, l'itinéraire, on l'avait quand même dans les grandes lignes. Oui. Parce qu'on s'est dit, Ok. on fait Iran, Pakistan et Inde. Et en fait, en regardant sur Internet, on s'était dit qu'on n'avait pas trop le choix. Cet itinéraire-là. Après, avant l'Iran, on aurait pu passer de la Turquie à l'Iran directement.
On a fait un tour de 2 mois et demi, 3 mois dans les pays du Caucase. Ouais. Et ça, c'était trop bien, franchement. Genre Géorgie. Géorgie, oui, Azerbaïdjan, Arménie. Ouais. Franchement, Ok. c'était incroyable. C'était trop beau. Ok. Et en partant d'Europe, on a choisi aussi, en fait, on a choisi de passer par l'Allemagne et la République tchèque d'abord parce que mon cousin vit en République tchèque et il voulait bien passer 10 jours avec nous en van pour visiter la Roumanie. On n'avait pas fait la Roumanie lors de notre premier voyage en van en fait. Et on voulait vraiment y passer parce qu'on avait ce petit truc, pas des regrets, mais c'est un pays qu'on avait vraiment envie de visiter. On s'est dit, bon, en partant pour l'Inde, il faut vraiment qu'on passe par la Roumanie. Ça paraît tellement pas logique comme ça. Ouais. Donc du coup, après, après la République tchèque, il y a la Hongrie et la Slovaquie. Après, Roumanie et on est redescendu par la Bulgarie avant d'entrer en Turquie. Ok. Mais on va garder cette phrase, on l'aime bien. En partant pour l'Inde, il fallait absolument qu'on passe par la Roumanie. Ça pourrait être le titre d'un film. C'est ça. Donc, vous nous disiez que vous étiez en Mayenne en ce moment. Avant ça, c'était la fin du trip, ou en tout cas la destination, puis Pondichéry. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui. Alors déjà, nous, arrivés au Pakistan, quand tu arrives au Pakistan, pour traverser la région la plus au sud du Pakistan, tu es escorté. Et Ouais. nous, en plus d'être escortés, on a eu genre la panne, la grosse panne, quoi. Au Genre, pire moment, au pire endroit. ouais. Et Dans la pire panne, la le région, ça moteur, quoi. s'appelle le Baloutchistan. Et il y a eu des grosses pluies. Et les policiers de l'escorte, ils nous disaient, mais faut avancer, on n'a pas le choix. Et moi, je le sens pas trop et tout. Ils nous ont plus ou moins forcés à y aller. On y est allé, parce qu'ils disaient que c'était dangereux de rester, tout ça. Et en fait, on a dû traverser, mais je sais pas, une quinzaine de rivières, quoi. Enfin, mais des rivières créées par la pluie et tout. Mais bon, ouais, sur la route, il y avait je sais pas combien de centimètres d'eau, mais le camion, il forçait. Et à un moment donné, au milieu d'une rivière, il s'est arrêté, quoi. Il a lâché. Dans la rivière? ouais. Au milieu de la rivière, La Oh là là. la distrie qui a pété, quoi. Donc, la catastrophe. Et là, on s'est fait tracter par un ami à nous qui était en Renault Master aussi. Ok. Plus récent, un peu plus puissant. Et on s'est sanglé avec ma slackline. Et, il nous a tiré sur 250 km. Sur des routes pakistanaises sur des de routes montagne. pakistanaises. Heureusement, on est arrivé à Quetta de nuit, donc il n'y avait pas trop de circulation. On est arrivé vers minuit, 1h. Et on est arrivé jusqu'à la station de police de Quetta, escorté, sanglé comme ça. Ouais, non, là, c'était la grosse aventure. Et après, arrivé à la station de police, il a fallu réparer, mais sauf qu'on s'est vite aperçu que notre véhicule était déjà beaucoup trop moderne pour les mécanos pakistanais et qu'il n'y avait pas. Je pense qu'en vrai, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais qu'ils ont réussi à nous bricoler un truc. Ouais, moi, je revis tout le truc, là, rien qu'en parlant. On est resté 10 jours à la station de police Quetta. C'est comme tout. Enfin, pas parce qu'on était dans une station de police, pas parce que c'était dangereux ou quoi. En soi, on était complètement en sécurité. Mais putain, les garagistes qui arrivent, ils ouvrent le moteur, ils font mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'a jamais vu ça. Ouais. Ils savaient pas qu'il y avait un ordre de remontage pour les injecteurs. Ils savaient pas plein de trucs qu'ils savaient pas. Il n'y avait pas les pièces aussi, hein. Ils m'ont trouvé... ouais. Ah oui, bah alors attends, ils m'ont trouvé une courroie de distri, mais une courroie même taille, mais un peu moins large. Ils me l'ont mis. Oh, t'inquiète, ça va le faire et tout machin. Je fais j'ai un gros doute quand même. De toute façon, t'as pas le choix, il y en a pas d'autre. Je fais bon, d'accord, ok. Et alors on démarre, la courroie qui repète. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et non, la courroie qui repète, donc le moteur qui en reprend un coup. Et là, je fais, mais c'est pas possible. J'ai jamais réussi à repartir. Et le véhicule a redémarré. Mais on est parti, on a roulé jusqu'à Lahore. Donc là, on a refait 1500 bornes. 1000 bornes jusqu'à Lahore. On a fait déjà 2000 bornes jusqu'à Lahore, quasiment. Ouais, il y a quasiment 2000 bornes où ça fumait bizarrement, que le moteur est tourné sur 3 pattes. Enfin, tu voyais que c'était pas normal. Ouais, on est arrivé là-bas, déjà on a fait, on est près de l'Inde quoi. Il nous reste 50 bornes pour arriver en Inde. C'était faut qu'on arrive en Inde. Faut qu'on arrive en Inde, ouais, vraiment. Et si, bon, le véhicule, dans ma tête, on commençait à se dire que potentiellement il va pas être récupérable. Et quand même, on a réussi à aller jusqu'en Inde et en Inde on a encore fait peut-être 1500 bornes je crois. Hein. On a traversé la frontière. Attends, le moteur il démarrait pas. Hein. Enfin, il démarrait, mais pour le faire démarrer, j'imbibais un chiffon d'essence que je mettrais devant le tuyau d'arrivée d'air et tout machin pour créer une combustion et tout.
Enfin, le moteur, il démarrait comme ça, mais hop, à un moment donné, il coupait toutes les 30 minutes, quoi. Ouais, Pendant que je roulais, Wow. le moteur qui s'arrête, je fais, allez, c'est reparti. Tu vois, On voilà, était un peu avec ce stress de se dire, bon, allez, là, on roule. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter la prochaine fois? Et puis, au début, c'était 50 bornes. Après, c'était tous les 30 bornes. Et après, c'était tous les 10 km jusqu'à s'arrêter net, notre quoi. malheur, on a eu une chance, c'est que mon père il organise des voyages en Inde. Ouais. Et à ce moment-là, il organisait un voyage dans le nord de l'Inde quand on est arrivé. Et nous, on était bloqués à 250 bornes De Jaipur, de Jaipur. dans le Rajasthan. 250 km en Inde, c'est énorme. Sur les routes, on était là. Ouais. Et il nous a envoyé un mec pour nous remorquer. Parce que là, le véhicule, il était complètement à l'arrêt. Ouais, il était à l'arrêt au fin fond de la pampa indienne. Et ils nous ont emmenés à indienne. Jaipur. Et là, mon père a fait, ouais, bon petit minot, je vais te payer 2 nuits dans un hôtel. Vous allez vous remettre bien. Ouais. Ouais. Et repartir tranquillement. Mais 205, enfin, En poussant le van. ouais, Prenez des c'était- forces que vous allez ouais. pousser. Mais le dernier jour là de remorquage, juste pour atteindre Jaipur, qui était un peu. Donc au début, le but c'était Pondichéry, et puis après c'était la frontière indienne. Quand on a vu que Pépette a passé la frontière indienne, on s'est dit faut au moins qu'on arrive jusqu'à Jaipur. Et le dernier jour pour arriver jusqu'à Jaipur, on a fait 21 heures de route, quoi. 21 heures de route, le camion, bon bah là on savait définitivement que c'était mort, quoi. Ce serait fini. Donc, Waouh. d'émotions. Ben, on avait une question pour un peu plus tard qui était votre pire galère pendant le voyage, mais je pense que c'est ça. on va la barrer tout de suite là parce que Je pense que Je crois que c'est celle-là, ouais. c'est celle-ci. De toute façon, c'était la pire galère, c'est le camion est mort. Ouais, le Donc, camion est mort. c'est ça. Mais je crois quand même que c'était peut-être notre pire galère, mais je crois que c'était pas notre plus grosse frayeur. Je crois que par contre, si la question ça a été notre plus grosse frayeur, je crois que c'est quand on a perdu notre chat. Ouais. Là, ah oui, Ouais. Flaquette a disparu. Ah ouais, pendant 3 jours et 3 nuits, elle avait disparu en Turquie. En plus, c'était genre un endroit où elle pouvait pas se perdre. C'était un lac salé, donc désert, quoi, le désert blanc. Il y a genre aucune raison de se perdre. Et en fait, pendant 3 jours et 3 nuits, on l'a perdue, quoi. Elle n'est pas revenue au C'est pareil, camion. ça faisait 1 an et demi qu'on voyageait avec le chat, tu vois. Nous, à chaque fois, on ouvre le van, elle va se balader, elle revient. Ouais, elle revient. Tout va bien, tu vois. Ouais, elle a ses habitudes, elle. Et là, on est à un endroit où c'est impossible de se perdre. C'est un désert blanc, c'est tout plat, tu vois. Ouais, il y a pas tu vois à de- des kilomètres. Il n'y a pas de piège, quoi. Pas Juste, de raison. juste au bord de la route qui traverse tout le lac, t'as des monticules de rochers, quoi, comme une digue. C'est quoi. une digue, ouais, en Ouais. fait, une grosse digue. Et pendant 3 jours, elle a disparu. Et ça a été une galère, mon gars. Oh. Ouais, on a cherché, on dormait plus, on mangeait plus, on fouillait chaque recoin de rochers. On a fait des kilomètres pour aller atteindre le premier village, pour mettre au courant les gens, pour leur demander s'ils n'avaient pas vu un chat. On a écrit sur le lac Salé, si vous trouvez un chat, appelez-nous à ce numéro. Enfin, ça a été... Et puis, t'as tous les... Enfin, faut comprendre que les gens, là, au niveau de ce lac, c'est un peu dans le centre de la Turquie, hein, Ouais. Tuzgolu. Et les Turcs qui habitent là, ils n'ont pas du tout d'animaux domestiques et ils ont même du mal un peu à comprendre le concept. Ouais. Eux, ils arrivent et ils disent « Ah, mais le chat, il est parti, laissez-le, c'est bon. Et c'est le, quoi, c'est un C'est animal. il va partir. Ouais. Ouais. Ils commencent à nous dire, en plus, il y a plein de renards ici, ça se trouve, il a été mangé et tout. Non. Ah, mais oh, calmez-vous, là. Ouais. Mais bon, à force de chercher, on a fini par la retrouver. Elle était à 1,6 km en fait du van et elle s'était coincée sous les rochers en fait. Elle n'arrivait plus à sortir, elle était bloquée sous des monticules de Nous, on rochers. cherchait de manière hyper technique. On était là, bon, on a fait 500 mètres de ce côté-là, 500 mètres de l'autre côté. On traçait des traits, où est-ce qu'on était passé et tout. On passait tout au crible fin, mais genre les experts. Quoi. Ouais. Les experts. Mais ouais. Mais ça, En c'est plein milieu de la Turquie. Ouais, c'est ça. Mais tout est bien qui finit bien. Mais ça a été vraiment notre plus grosse frayeur. C'était le chat, quoi. Puis dans ce voyage, est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que c'est difficile, c'est un peu une question, j'allais dire c'est un peu une question de merde, mais malgré tout, C'est pas une question de merde, c'est une question qui est très dure. non, c'est une question qui est hyper difficile à répondre. Est-ce que vous pouvez nous parler du plus bel endroit ou des plus beaux endroits que vous ayez vus ou du meilleur souvenir? Ah. Ouais, j'avoue que c'est pas une question de merde, c'est une question qui a des réponses multiples. C'est que de shooter le micro. Là. D'accord, arrête de... Elle est là, je la vois depuis tout à l'heure. Pardon. Mais oui, c'est une réponse qui est difficile dans le sens où il n'y a pas un endroit, il y a plusieurs endroits. Déjà, il faut savoir que
que ce voyage, à lui tout seul, je pense que ouais, il regroupe tout ce qu'on aime dans le voyage, c'est-à-dire qu'on a été dépaysés vraiment, on a vu des paysages incroyables. On a fait des rencontres avec les locaux qui étaient juste inoubliables. Et c'est un vrai mélange de notre voyage quand on est parti en sac à dos un peu en tour du monde et de ce voyage road trip en Europe. Je trouve ça... On l'a évoqué un peu sur nos réseaux, qu'on disait... Quand on a fait notre tour du monde, on a rencontré énormément de monde parce qu'on a fait du volontariat, tout ça. Et quand on a fait le tour d'Europe, on a vu beaucoup de paysages, c'était magnifique, mais on a regretté le fait de ne pas avoir fait beaucoup de rencontres. Ouais. Et on savait pas si on n'était pas allé vraiment vers les gens ou le fait de voyager en van était un peu plus isolé du tout. Et là, la route de la soie, on a rencontré plein de monde, vécu des choses de fou. Mais alors attends, il faut choisir un truc. Ou un top 3 peut-être. Parce qu'il y a beaucoup alors de choses, allez, un top 3, on essaye. Moi, je pense que dans le top 3, niveau paysage, il y aurait le désert de Lut en Iran, où on a fêté le Nouvel An et où c'est juste, t'as cette impression d'être sur une autre planète, quoi. T'as un désert de sable dans le désert de Lut. Nous, on n'y a pas eu accès parce qu'avec notre camion, ça le faisait pas et on n'avait pas les moyens de se payer un tour en 4x4 et tout. Et t'as aussi toute la partie avec les gros rochers et tout, un peu à l'américaine, tu vois. Comme tu peux voir un peu t'as cette image du Grand Canyon, mais je pense que c'est en rikiki, mais c'est plein de rochers comme ça sculptés par le temps. Sûrement moins haut, mais en superficie, c'est quand même assez énorme. Ouais. Et cette année-là, en plus, il y a eu de très très grosses pluies diluviennes dans la région, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et ça a créé des lacs, en fait, dans le désert, dans une couleur bleu turquoise, mais c'était absolument incroyable. Ouais. Lui, on est obligé de le mettre dans le top 3, le désert. C'était fou, c'était irréel. C'est incroyable. Après, qu'est-ce qu'on pourrait... Après, moi, j'ai envie de coller dans le Caucase, le nord de la Géorgie, la frontière avec la Russie. Moi, je m'y attendais vraiment pas, en fait. Parce que quand tu fais le tour d'Europe et tout, tu fais des belles montagnes et tout, des bons sommets et tout ça, et tu arrives en Géorgie où c'est quand même un petit pays, mais cette frontière avec la Russie, c'est des montagnes qui ont des sommets à 5000 mètres et tout, avec des randonnées hyper accessibles, assez bien aménagées et tout. Et c'est gavé de randonnées, quoi. Nous, on adore ça. On en a fait une dizaine en même pas un mois. Wow. Ouais. Et c'était fou, quoi, des glaciers et tout. D'accord. Super. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, je peux le dire, il y a forcément les Cappadoces en Turquie dans le top 3. Donc, Cappadoce, c'est super connu. C'est cet endroit en Turquie qui a été aussi complètement sculpté par l'eau, quoi, à cause de l'érosion. Donc, ça fait des canyons dans les pierres et tout. Et puis, le matin, tu as les montgolfières au lever du soleil. Là, tu as toutes les montgolfières qui s'élèvent au-dessus de ce paysage. C'est le genre d'endroit, en plus, que tout le monde a vu sur Instagram en photo. Ouais. Donc, tu te dis, il y a moyen que je sois déçu et tout. Non, c'est ouf, c'est irréel. T'arrives là-bas, nous on est en plus en van, tu peux pour l'instant en tout cas, te garer où tu veux. Ouais. Et genre, nous, on a un rideau à l'arrière du camion, et à 5h30 du matin, j'ouvre le rideau. Là, c'est limite, je peux pas ouvrir ma porte arrière, la nacelle de la montgolfière, elle est posée derrière. T'as le lance-flamme derrière, on ouvre la porte latérale, t'as du monde partout. Et tout le monde s'en fout de toi, parce que tout le monde est hypnotisé par cet énorme ballon qui commence à gonfler, et puis les gens ils montent dans leur nacelle, et toi tu prends un peu de hauteur, et là tu t'assois avec ton petit café, et tu regardes toutes les montgolfières décoller. C'est vraiment pas juste la photo belle d'Instagram, c'est magnifique. C'est irréel, et je crois qu'il n'y a pas j'ai pas vu une seule photo sur Instagram qui arrive à relayer correctement ce qu'on a vu en réel. Okay. Ouais, t'as la petite émotion en plus. C'est pour parler des endroits, parce que si on parle des rencontres, évidemment, ça arrive dans les villes. C'était la question suivante, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une rencontre mémorable qui vous a marqué? Ah là là, une seule. On a rencontré plein de familles iraniennes absolument incroyables, mais on peut parler de la première famille qu'on a rencontrée en Turquie. Ouais, là c'est en Turquie. En fait, en Iran, pour juste situer, en Iran, on rencontrait tout le temps les locaux. Ils sont tellement chaleureux en fait, et l'hospitalité est tellement importante en Iran. Et vu qu'ils ont aussi ce pays qui a une mauvaise image et que eux ne peuvent pas vraiment sortir de leur pays pour un peu montrer ce qu'il est réellement, eux, ils ont cette envie de partager avec toi quand tu es chez eux. Donc en Iran, il faut te dire que tu es accueilli à bras ouverts et partout. T'as l'impression que tous les Iraniens se sont fixés cette mission-là, tu vois.
dès qu'il y a un touriste, putain, faut le mettre bien. C'est vraiment le truc, c'est incroyable. Ouais. À chaque fois, ils me demandent qu'est-ce que vous pensez des Iraniens. Moi, je leur disais à chaque fois, on a voyagé pas mal, on a rencontré beaucoup de gens accueillants et tout, mais on a rarement rencontré un peuple entier, quoi, tu vois, accueillant. Ouais. Tu trouves toujours des gens, bon, bah, soit qui vont pas te calculer ou quoi, mais en Iran, c'était tout le temps, dans toutes les régions, machin. Il y avait même des régions, ils disaient, ah, vous allez voir, dans le sud, ils sont super sympas. Ouais, ils sont super Et chaleureux. je dis, mais Ah, comment parce ils que peuvent être plus sympas qu'ici? Mais pour revenir à la première, là on Oui. s'étale. Ouais. Pour revenir à genre une rencontre, c'était en Turquie qui nous a beaucoup touchés. En fait, c'était une famille de réfugiés syriens qui nous a. Bon, à la base, on s'est rencontrés. Enfin, ils se promenaient, on se promenait. Ils ont pris un selfie avec nous et ils nous ont dit, vous venez manger chez nous demain. Et on leur a dit, ouais, enfin, ils habitaient quand même à 1 heure de route de où on était, mais on s'est dit, bah oui, bah ok. Enfin, nous, on a un mantra, c'est on dit jamais non. Ok. Donc, oui, ok, Ouais, on s'était dit ça au début du voyage. on fait ça, toutes les quoi. invites, on dit Et au final, on s'est retrouvés chez eux et on est resté pendant 1 semaine dans Wow. cette famille. Donc, il faut savoir que c'est vraiment enfin, ce sont des réfugiés. On sait pas vraiment ce qui se passe en Syrie. On sait ce qui se passe par les médias, mais quand tu l'as de la bouche de gens qui ont vécu là-bas, c'est Ouais. encore plus, c'est tellement touchant et tu prends pleinement hyper touchant conscience en parce fait. Ils ont vraiment tout perdu. Donc, nous, on a rencontré cette famille-là qui nous a hébergés. Ils nous ont fait rencontrer toute la communauté syrienne réfugiée à Sanliurfa. C'est une ville qui est quasiment à la frontière Ouais, de la ok. Syrie. Et en fait, ils se livraient à nous. Vraiment, ils nous disaient, voilà, on a tout perdu. Notre village a été brûlé. Ma femme a perdu sa famille. Enfin, c'était que ça. Et tous ces gens-là, ils nous invitaient chez eux. Et à chaque fois qu'on est reparti de chez eux, ils nous ont remerciés, mais d'une manière genre... Vraiment, merci d'être venu chez nous, merci d'être venu nous voir et tout. Mais j'étais là, mais je comprends pas. Merci à vous, quoi. Vous nous invitez, merci Ouais, à voilà. vous, tu vois. Merci, En plus de partager tout ça avec nous. Et Ouais. c'était assez indescriptible. Et ouais, au final, on est resté. Ce repas, c'est fini. On est resté 1 semaine chez eux et je pense qu'on aurait pu y rester toute notre vie si on avait voulu, tellement, tellement Lui, c'était. le père, il commençait à me montrer ses petits business et tout. Je peux pas faire ça. Aider avec ça et tout. Je vais pas passer ma vie ici. Ouais. Donc c'était rigolo parce que c'était une famille très traditionnelle aussi et puis bah forcément religieuse. Donc les femmes, enfin si le papa partait, c'était le seul homme de la famille. Fred, fallait qu'il parte. Fallait que je parte Hors avec de lui. question qu'il reste avec les femmes à la maison. Et moi j'avais le côté avec les femmes, genre les hommes partaient, c'était détente quoi. On enlève le voile, on parle de trucs de filles, on fait la cuisine et ouais, c'était super. C'était trop bien d'être baigné dans cette culture. Ouais, d'être accueilli comme ça et de Moi, je me discuter retrouvais et avec d'échanger. tous les Syriens, tous les soirs, on se retrouvait tous devant un supermarché qui était tenu par un ami syrien à Mohamed, là, le papa de famille. Ouais. Et on se posait, il sortait la machine à thé, et puis on buvait du thé, et puis ça papotait. Ah, génial, ça donne envie. Ouais, ça On donne aimerait y envie être. de voyager. C'était génial, ouais. Ouais. Vraiment. Comment ça s'est passé? Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur le voyage de la route de la soie? Bah, faut y aller, quoi. Franchement. Réfléchis. Ah ouais. Attention aux rivières au Baloutchistan. Ouais. Si la police, Keita, vous dit il faut y aller, vous dites non, s'il pleut, ne demain. partez pas. Non, après, honnêtement, nous, on fait partie de ces voyageurs qui disent enfin, si t'as envie, si t'as envie de voyager, si t'as envie de le faire, mais fais-le, quoi. Ouais. Fais-le parce que c'est trop bien, ça t'ouvre. Mais après, spécifiquement à la route de la soie, c'est pas s'arrêter aux appréhensions qu'on a sur l'Iran, par exemple, où il y a beaucoup des histoires d'iranophobie et tout ça, et ça existe. Et en Iran, ils ne font que de nous parler de ça. Ils nous disent mais il faut que ça s'arrête, faut que les gens ils viennent voir d'eux-mêmes comment c'est ici. Et nous, on leur dit non, mais on écrit sur vous, on va relayer au maximum l'expérience qu'on a vécue ici. On avait déjà entendu parler du fait que les gens sont super sympas. Maintenant qu'on l'a vécu, on va en parler un max aussi. Je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est il faut que les gens... ne voyez pas toujours les pays parce qu'on vous montre. Bon, après, je dis pas, allez pas non plus en Afghanistan ou je sais pas où, mais franchement, allez voir par vos propres yeux parce que c'est souvent tellement différent de ce qu'on nous vend, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, on a traversé des pays qui peuvent faire peur. Enfin,
Moi, je peux te dire que mes parents, c'est pas du tout des aventuriers. Quand je leur ai parlé, même des gens en Europe, ils flippaient. Alors la Turquie, l'Iran, le Pakistan, ma mère, je pense qu'elle n'a pas dormi pendant 5 mois. Mais au final, dans ces pays-là, en fait, tu as des gens, mais qui sont... ils sont super accueillants, super chaleureux. Ils ont envie vraiment de te montrer ce qu'est leur pays et tu découvres un truc auquel tu t'attendais pas. Et puis, c'est pas encore, j'allais dire pourri, mais c'est un peu ça par tout le reste. C'est des pays qui sont encore très authentiques. Et donc, ouais, moi, je pense qu'il faut pas toujours se fier juste à ce qu'on... Faut pas s'arrêter à ça. Ok. Tu peux te renseigner, regarder comment ça se passe et tout, mais je pense que les retours d'expérience de voyageurs, c'est pas mal comme Ok. ça. Ok. Ouais. Moi, ça me fait trop plaisir d'entendre ça parce que mon père est iranien. Et donc, je n'ai jamais été en Iran encore. Il faut absolument qu'on y On va y ait aller, un peu ouais. l'occasion. Mais ouais, c'est ce que je sais tout ça. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément. Et les médias disent tellement des choses, le contraire de ce qui s'y passe. Et donc, c'est trop beau que vous véhiculez ce message-là et que vous le témoignez maintenant à tout le monde. Donc, c'est cool. Ouais. Et c'est vrai que les médias n'aident pas souvent à donner la vraie... Vraiment, ils parlent tellement d'un petit truc dans le pays qui ne représente pas la population. Ouais, c'est ça. Puis c'est le message qu'on essaie de faire passer quand on est allé en Amérique centrale, au Salvador, au Honduras, dans des coins du Mexique, qui malheureusement ont parfois mauvaise réputation, où les gens nous disent mais c'est pas dangereux là-bas, ou faites attention. Et le Mexique, on le savait que c'était, enfin, on avait un peu plus d'expérience du pays, mais en arrivant au Salvador, bien que tous les voyageurs qu'on avait rencontrés nous ont dit non, mais vous inquiétez pas, les gens sont super t'as gentils, quand même l'appréhension avant d'y aller. c'est super sécuritaire et tout ça. Ouais, il y avait quand même une appréhension. Puis quand on est arrivé sur place et qu'on s'est rendu compte, mais non, mais pas du tout. Bah, évidemment, si on est dans un quartier pourri, bah, il pourrait t'arriver des mauvaises choses, comme mais à Paris. comme partout dans le monde. C'était les gens les plus gentils de tout voyage au Salvador, donc comme quoi. Donc on crie tous le même message en même temps, c'est bien. Et puis je trouve aussi qu'il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a cet instinct en nous, tu vois. Je trouve qu'on sent vachement qu'on sent vachement les choses. Et moi, je sais que, je sais pas, des fois, dans certains endroits, tu as ta petite alerte quand même qui se met. Oh, peut-être que... Ouais, peut-être que là, faut pas y aller. Bon, nous, après, des fois, l'alerte, elle se met un peu tard. Mais, non, mais même, de toute façon, tu parles avec les gens. Ouais. Ceux qui vont te dire le mieux si c'est dangereux ou pas, c'est les gens que tu vas rencontrer. C'est les locaux. Exact. Et niveau budget, admettons que nous on soit sur le point de se lancer dans un voyage comme ça, c'est pas le cas encore, mais il faudrait qu'on prévoie quel genre de budget. Je sais que c'est extensible un Est-ce budget, que vous savez, mais ou pas, parce que... Alors, là, Fred a pris beaucoup de retard. C'est lui qui fait les comptes. Il a pris du retard. Mais on a une petite fourchette quand même. Après, nous, on est des voyageurs, ça se dit low cost. Ouais. Nous, on voyage très petit budget. Ouais, on voyage vraiment très petit budget. Mais voilà, un road trip en Europe, tu peux le diviser au moins par deux, quoi, en termes de budget par rapport à la route de la soie. Ouais. Pour te donner quelques chiffres... par exemple, en Iran, on y a passé 2 mois, ça nous a coûté 300 €. Compris. Okay. Bon, en Iran, il faut dire que tu fais le plein à 3 € aussi. En Iran, le diesel, le plein, c'est entre 1 et 4 €. Ouais. Enfin, après, en Azerbaïdjan, c'était 30 centimes le litre. En Turquie, c'était 60 centimes le litre. Tu vois, enfin... Pour donner une idée, c'est vrai que la route de la soie, le gros avantage, c'est quand même l'essence, qui est quand même ton budget principal quand tu es en road trip. Et là, ton budget, il descend de moitié parce que ça coûte, c'est des pays où ça coûte tellement pas cher. Ta première ressource ne coûte pas très très cher. Ouais. Et après, c'est des pays où la vie aussi ne coûte pas très cher. Donc, te nourrir, aller boire un thé, même les visites, c'est vraiment pas cher. C'est pas très très cher. Donc je pense que tu arriverais à donner une petite fourchette comme ça quand même pour nous, genre 11 mois sur la route de la soie. Je pense mois sur la route de la soie, en tout compris. Pour 2. Calcule. Tu te mets sous pression là. Allez, dis un chiffre. Fred, il fait semblant de calculer. Attends, non. J'ai noté ça quelque part sur le plafond. Non, honnêtement, ça doit être aux alentours de 5 000 €. Ok. D'accord. Wow. Ok, bah merci pour le chiffre. Il y a écrit pareil sur notre plafond. On dit bien 5 000, c'est bon, on valide. Une question importante, comment est-ce que les gens qui nous regardent là peuvent suivre vos aventures? Où est-ce que vous partagez tout ça?
Alors, nous, on partage beaucoup sur Instagram, donc casquette et basket on the road. Ok. Un nom de compte Instagram qui n'a pas trop grand-chose à voir avec le voyage, mais ceci s'explique par la casquette de monsieur. Et moi, j'ai une grosse collection de baskets que j'emmène dans le van à chaque fois d'ailleurs. Donc voilà pour le nom. Et sinon, on a le blog aussi, casquetteetbasket.com, où on donne en plus pas mal d'infos pour les futurs voyageurs, ceux qui ont envie de partir. Pour la route de la soie, il y a pas mal d'infos. Ok, on va mettre les liens juste en dessous de la vidéo, puis ils sont affichés en ce moment à l'écran, c'est de la magie. Ouais. Ok, on voulait vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps de parler avec nous, et parce que nous, ça nous inspire aussi en tant que voyageurs de l'autre côté de l'Atlantique pour le moment, et ça inspire aussi beaucoup de gens à faire comme vous ou à rêver alors pendant ce confinement. Donc merci beaucoup. Et nous, on vous remercie pour cette interview parce que nous, ça nous fait revivre des moments de notre voyage. Ouais, j'ai tout revécu. Et du coup, si on arrive à faire voyager un petit peu les gens aussi par ce billet, bah, c'est top. Ouais, c'est trop bien. Je suis sûre que les gens ont voyagé là. Ouais. Salut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré parler avec Fred et Caro. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, laissez-nous un petit like et partagez la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez nous aider à continuer de produire et de sortir des vidéos régulièrement, vous pouvez nous aider en devenant des coproducteurs de Mountains and Coconuts. Ça se passe sur Tipeee et sur Patreon. La semaine prochaine, dès dimanche, on va parler avec d'autres voyageurs qui font des voyages de fous. Si vous êtes des fans de surf, il y a des très grandes chances que vous les connaissiez. Donc ça va être dès dimanche sur la chaîne. Rendez-vous à 18 h pour parler avec eux. On vous embrasse, prenez soin de vous et on vous aime.